Bonsoir amis internautes, ravi de vous retrouver dans un nouveau numéro de votre émission Complément de cours. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir l'éminent professeur de français, le professeur Sakoura Jean Diagne Cyr. Bonsoir, professeur. Aujourd'hui, au menu de votre programme, nous allons parler du roman, de sa genèse depuis sa définition à travers le dictionnaire, entre autres. Entre autres, on va aussi parler de son évolution sémantique, ce qui le différencie des autres genres littéraires. Professeur, donc on va commencer par le commencement en passant, tout en vous posant la question à savoir, qu'est-ce que le roman? Merci M. Nyang. C'est toujours un plaisir de retrouver les élèves à travers cette émission de complément de cours. Et le roman fait partie des esthétiques, des genres qu'on doit voir au niveau de la terminale. Et c'est un genre déjà qu'ils connaissent depuis le collège. Ils font l'étude du roman à travers Sous l'orage, ensuite en troisième, Une sur l'anglais de Maria Maba, plus encore Vol de nuit de Saint-Exupéry, avant de continuer avec le genre en première où il s'est illustré à travers le courant réaliste et naturaliste avec Flaubert, Zola et autres. Mais c'est dire que donc l'espèce roman, de tous les genres littéraires, est celui qui est le plus populaire. Il est parce que aussi c'est le plus accessible. Lire un roman, n'importe qui peut le faire, pourvu qu'il soit initié à décortiquer la langue dans laquelle le roman est écrit. C'est de tous les genres, c'est celui qui est le plus accessible à la lecture. Donc, nous demander de définir le roman, vous me faites penser à la préface de Paul Jean, où par exemple Maupassant disait que prétendre définir le roman, c'est faire preuve d'une perspicacité qui ressemble fort à de l'ignorance. Et aussi, l'on se rappelle la célèbre boutade au chapitre 19 du Rouge et le Noir de Stendhal. Le roman est un miroir qui se promène le long du chemin, voilà, le long du, tantôt reflétant l'azur des cieux, tantôt la fange des brouillers de la route. Mais la trop et très célèbre citation de Stendhal suffit-il à dire ce genre protéiforme? Et l'infinie diversité de la vie peut se mirer dans la diversité infinie du roman. C'est un genre protéiforme, capable de capter toutes les sensations et de dire toutes les problématiques. Et donc le genre, si on se fie aux définitions du dictionnaire, par exemple, le Robert définit le roman comme étant une œuvre d'imagination en prose assez longue qui présente et fait vivre des personnages donnés comme réels, nous fait connaître leur destin, leur psychologie et leurs aventures. Tandis que le grand dictionnaire Larousse nous explique que le roman est une œuvre d'imagination constituée par un récit en prose d'une certaine longueur, dont l'intérêt est dans la narration d'aventure, l'étude des mœurs, de caractère, l'analyse de sentiments ou de passions, la représentation des réels et des diverses données objectives et subjectives. Et en comparant les deux définitions, l'on se rend compte qu'on a des convergences assez longues en prose, d'imagination, un cadre, des personnages, des aventures, leur destin, etc. Donc le roman est, si vous voulez, une sorte de captation du destin d'individus qui sont encadrés dans un environnement et qui vivent des aventures. D'ailleurs, c'est pourquoi on dit que le romancier est un concurrent de Dieu. Comme nous vivons dans la réalité, le romancier, lui, crée un univers avec des personnages qui carrément dépendent de lui, dont il tient les destins, leur psychologie, leur aventure et autres.
Donc voilà en gros ce qu'on peut avoir comme définition du roman. Une œuvre d'imagination en prose d'une certaine longueur qui représente des personnages et les fait vivre dans un cadre bien défini, nous fait connaître leurs aventures, leurs destins et leur psychologie. Exemple, tous les romans peuvent illustrer ça. Maïmouna de Abdoulaye Sadji, Germinal de Émile Zola, Madame Bovary de Gustave Flaubert, etc. etc. Voilà. Etc. Professeur, on ne peut passer sans pour autant parler des différents types de romans qui ont existé dans le temps. D'où l'évolution sémantique même du nom. Oui. Au départ, oui, sur le plan sémantique du sens, le roman a commencé par désigner une langue. Voilà. Et cette langue-là était une langue qui était utilisée pour véhiculer des informations. Donc, depuis la langue romane, l'adjectif reste toujours, aujourd'hui, on parle de la langue romane. Et donc, mais après, il a glissé pour venir à signifier un récit, une narration. Et le verbe romancer signifie raconter, narrer. Et donc, vous voyez, et l'on peut se rappeler, par exemple, le célèbre roman du renard au XIIe siècle, voilà, qui même, par exemple, a donné même le titre du vers régulier le plus long de la langue française, l'Alexandrin, est né dans cette œuvre d'Alexandre, voilà, qui écrivait ainsi en 12 pieds. Et donc, le roman est un genre populaire. De tous les genres littéraires, c'est le plus populaire, c'est le plus accessible, c'est le plus, voilà, à même de capter tout ce dont on a parlé tout de suite, c'est-à-dire l'infinie diversité de la vie peut se mirer dans la diversité infinie du roman. Roman policier, roman d'amour, roman d'aventure, roman de psychologie, roman de science-fiction. Le roman se plie à toutes les volontés de son auteur. Qu'est-ce qui est caractéristique? Quelles sont les caractéristiques qui existent entre le roman et les autres genres littéraires? Ben, c'est dans la description. Vous savez, M. Ning, on parle d'esthétique, comme je l'ai rappelé. Et cette esthétique-là se repose sur des caractéristiques. Vous me demandez cette question, ça veut dire qu'il nous faut nous décrire le roman. Pour que si on le voit, si l'élève le voit, qu'il puisse reconnaître que, ah, c'est ça le roman. Et donc, si nous avions à faire une définition descriptive du roman, le premier critère de base de définition du roman, c'est la prose. Voilà, qui le différencie de la poésie qui, elle, est écrite en vers, même si, par exemple, au XIXe siècle, la poésie aussi a emprunté l'écriture en prose, les poèmes en prose initiés par, voilà, on le trouve chez Baudelaire, on le trouve chez Arthur Rimbaud. Mais la prose est l'un des critères de base d'identification du roman. Chaque fois qu'on dit roman, on dit écrit en prose. De l'autre aussi, quels critères nous permettraient de définir le roman? On pourrait dire aussi, le roman se définit par un récit. Voilà. Comme aujourd'hui, les Sénégalais aiment bien la narration, le roman raconte l'histoire d'une personne, dans le cadre d'un roman autobiographique, par exemple de son auteur, l'histoire d'une personne, Maïmouna de Abdoulaye Sadji, l'histoire de l'ouvrier Étienne Lantier de Zola, dont le destin d'un individu. Donc le roman est un récit. Qui dit récit en français dit un texte qui raconte des événements. Et donc maintenant, encore quelle autre caractéristique qu'on peut donner au roman? On pourrait lui mettre par exemple la fiction. Voilà. Le roman a beau être vraisemblable, il n'est pas réel. La fiction est le critère aussi d'imagination. Même si cette fiction est une asymptote de la réalité, je veux dire par là qu'elle se veut réaliste et vraisemblable. Le roman raconte des faits plausibles, c'est-à-dire que l'esprit pourrait accepter comme étant réel, comme pouvant se passer, comme étant acceptable dans sa logique. Voilà. Tout à l'heure, dans votre plaidoyer, vous avez parlé que le roman est un genre protéiforme. Oui. Quand je dis protéiforme, ça veut dire que dans le roman, on peut trouver tous les autres genres littéraires. Absolument. Ce qui n'est pas plausible, contrairement à la poésie. Voilà. Aussi. Voilà. Il emprunte tout. Le roman peut se laisser aller à des descriptions poétiques. Le roman peut se laisser aller à des dialogues psychométriques comme au théâtre. Le roman peut se aller au texte descriptif. Le roman peut mirer toute la réalité. Je crois que le chiasme de tout à l'heure nous permet de dire l'infinie diversité de la vie peut se mirer dans la diversité infinie du roman. Tout ce que vous voulez, le roman peut le véhiculer, peut le faire mouvoir. Bien. Donc aussi,
comme critère d'identification du roman la représentation de la réalité. Le roman représente la réalité. Il se passe dans un cadre où des humains pourraient vivre, habiter et évoluer. Et même des fois, le cadre est réel, nous appartient. Par exemple, les aventures de Maïmouna se passent entre Louga et Dakar, qui nous appartiennent. Les aventures racontées par Albert Camus dans La Peste se passent à Oran. En 1900, il a mis mais La Peste. Mais si on se fie à l'histoire, l'on se rend compte de 1940 à 1950, il n'y a jamais eu de peste en Algérie. Donc voilà, le cadre est réel, le cadre est vraisemblable, les aventures racontées paraissent vraies, mais comme on le dit bien, le roman est un mentir vrai, tout est mensonge. D'accord. Donc le romancier, lui, il a une certaine liberté que les autres, que le dramaturge, le poète, entre autres, les autres, le dramaturge, oui, le poète n'ont pas. Oui. Voilà. Oui. Vous savez que, par exemple, l'ouvrage biblique, si je puisse emprunter cet adjectif, qui a catégorisé les genres littéraires, c'est Le roman. oui, le roman, mais surtout, on va parler de l'art poétique de Boileau. À travers cet ouvrage majeur, Boileau caractérise tous les genres littéraires. Voilà. Il nous dira que, par exemple, quand il est au théâtre, on se rappelle qu'en un seul lieu, une seule action tient le théâtre rempli. Unité de temps, unité de lieu, unité de... Il nous dira, par exemple, quant à la poésie, écrivez en vers, utilisez... Voilà. Et quant au théâtre, en acte, en scène, des dialogues, des didascalies, des indications. Et concernant le roman, il a dit que votre imagination aille son libre cours. Donc vous voyez, c'est ça les critères de base qui permet et montre même cette souplesse du roman. Comme a bien voulu le dire Guy de Maupassant, prétendre définir le roman semble faire preuve d'une perspicacité qui ressemble beaucoup à de l'incompétence. Tellement le genre est fluide. Et Stendhal, en parlant, le fait passer pour un miroir, une caméra que l'on promène le long d'une route. Pour d'autres aussi, il est capable de capter tout. Il peut être un échange de lettres introduit par Montesquieu, les lettres persanes, rendu célèbre chez nous par cette correspondance entre Aïchatou et Ramatoulaye, une si longue lettre de Mariam Ba. Voilà, le genre épistolaire est là, le roman d'amour existe, le roman policier existe, le roman de science-fiction existe, dont le plus célèbre est 1984 de George Orwell. Et le roman aussi d'apprentissage où on nous montre un héros qui va à la découverte du monde avec ses déceptions et autres, comme on l'a avec souvent les romans d'apprentissage aussi, comme Madame Bovary, mais aussi comme les romans africains autobiographiques. L'enfant noir, bien qu'autobiographique, l'aventure ambiguë, la trajectoire de Sambé Diallo. Donc vraiment, le roman se plie à tous les dessins et peut véhiculer tous les vœux de son auteur. C'est un genre open, si on peut dire, oui. Quel est le rapport qui existe entre le roman et la nouvelle? Oui, là, vous me faites penser à cette partie qu'on peut appeler les définitions comparatives. Elles sont pertinentes dans la mesure où elles nous permettent un peu de voir des différences et de ressortir la particularité du genre. Vous vous rappelez, tantôt, M. Ning, chaque fois qu'on définit le roman, on nous dit une œuvre d'imagination en prose assez longue. C'est la seule différence entre le roman et la nouvelle. Le roman est long, la nouvelle est brève. Sinon, tous les deux sont écrits en prose, racontent la même chose, nous font la psychologie des personnages, sont écrits en prose, etc. Donc, l'on peut dire que la seule différence entre la nouvelle et le roman, c'est la taille. La nouvelle est brève et le roman est long, bien que ce soit un genre né plutôt au Moyen-Âge et popularisé par Boccace avec le Décameron et aussi par Marie de Yourcenar. C'est un genre protéiforme qu'on a découvert aussi au Sénégal et qui souvent ne peut pas aller seul, mais existe sous forme de recueil. Et ici, on a vu par exemple le recueil de nouvelles de Pape Michel Mendy. Voilà, Dilemme fatal, constitué de plusieurs narrations, de plusieurs aventures closes en elles-mêmes, avec une fin, un début et une fin. Voilà, c'est d'ailleurs le cadre du récit. Voilà, d'une situation initiale à une situation finale, tous les enfants connaissent que c'est comme ça que marche un récit. Voilà. Donc l'architecture du roman obéit à ce qu'on appelle le schéma quinaire. Oui. C'est ce qu'on a un état initial. Oui. Voilà, c'est ça. ici. On l'a dit.
Il nous raconte des aventures de personnages, nous fait connaître leur destin, leurs aventures, leur psychologie. Voilà, et c'est dans même ça où se trouve l'intérêt de la narration. Depuis que l'humain existe, il a toujours aimé qu'on lui parle de problèmes, qu'il écoute, qu'il suit. Aujourd'hui, les Sénégalais raffolent de romans. Malheureusement, pas ce qu'on écrit, mais ce qu'ils appellent vulgairement les cas. Un roman, c'est un cas d'un personnage qu'on lit pour voir comment ça va se terminer. Voilà. Et roman et histoire, le rapport Formidable aussi. Tous les deux sont des récits. La nouvelle est un récit. Le roman est un récit. L'histoire est un récit. Nous le répétons. En français, le mot récit désigne un texte qui raconte des événements. Mais mon collègue d'histoire géo devant ses élèves, quand il s'adonne à cette discipline, qu'est l'histoire, qu'est-ce qu'il fait? Il raconte les faits du passé, car l'histoire est définie comme étant la narration ou bien l'étude objective et scientifique des faits du passé. Mais le romancier, lui, n'est pas assujetti à cette objectivité de l'historien. Même si, par exemple, même le romancier peut se permettre, dans l'interstice des événements historiques, de glisser des événements fictifs. C'est le cas et la démarche du roman historique. Et donc, on peut dire que le roman, l'historien a ce souci d'objectivité que le romancier n'a pas. Le romancier, lui, manipule et voilà, utilise ce grand aspect qu'on appelle la fiction, l'imagination, des faits créés. Et donc, c'est pourquoi d'ailleurs les frères Tarot disaient que l'histoire est un roman qui a été et le roman est une histoire qui aurait pu être. Voilà. Là, c'est acceptable, mais là, c'est la réalité. Et tenter de tronquer cette réalité-là, vous serez accusé de révisionnisme. De révisionnisme, c'est quoi le mot révisionnisme? Ben, c'est juste tronquer l'histoire. Okay. En France, par exemple, de venir nier, par exemple, l'Holocauste, ça peut vous mener en prison. Okay. Voilà. Ce qu'on appelle le révisionnisme. Nier des faits exacts de l'histoire en prétendant qu'elles ne sont pas vraies, qu'ils ne sont pas vrais plutôt. Voilà. Donc, on peut le dire que la seule différence entre l'histoire et le roman, tous les deux sont des récits, tous les deux racontent des événements. Les événements racontés par l'histoire sont réels, tandis que les événements racontés par le roman sont fictifs, imaginaires. Il y a eu le roman, il y a eu aussi le nouveau roman. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont voulu prouver à travers le nouveau roman? Le nouveau roman est une évolution même dans le cadre des courants. C'est un courant littéraire. Oui, qui fait une sorte de rupture par rapport à la narration traditionnelle à laquelle on est habitué avec la situation initiale et l'élément perturbateur. Le nouveau roman, Rob Griette, par exemple, qui en est l'initiateur et qui est né après la Seconde Guerre mondiale, est un roman qui disloque le schéma narratif auquel on était habitué et qui met, par exemple, le lecteur comme l'auteur en face d'une aventure où l'on se cherche, où l'on se demande même comment ça va se passer. Donc, et c'est un roman un peu complexe de lecture qui participe toujours à cette démarche innovatrice comme l'on voulait le faire lire. Mais le nouveau roman apparaît plutôt comme un courant littéraire qui succède à l'existentialisme. À l'existentialisme, oui. Jean-Paul Sartre. Oui. D'accord. Professeur, aujourd'hui, on a vu beaucoup d'œuvres romanesques. Le roman, comme on le dit, c'est le genre le plus populaire. Oui. C'est le genre avec qui on a plus de familiarité parce qu'il est facile de le lire si on arrive à déchiffrer le message. Absolument. Qui est caché derrière. Mais aujourd'hui, on voit qu'avec la littérature, le roman a tendance à perdre du terrain vis-à-vis avec l'évolution de l'intelligence artificielle et tout ça. Le roman, on avait l'habitude d'avoir un roman en papier, mais aujourd'hui, avec la lecture électronique et tout ça, est-ce que le roman n'est pas en train de perdre ses caractéristiques? Ce qui fait sa popularité, oui. On a vu que tout le monde parle, ça c'est une réalité, que la désaffection de la lecture et des bibliothèques constitue aujourd'hui un dilemme auquel le monde est confronté. Mais par exemple, même en Europe, les pays qui étaient le plus en avance sur l'approche technologique avec des élèves, avec des ordinateurs, en rompant carrément avec le format papier, comme on dit, commence à revenir au format papier. Et si vous vous rendez compte, moi je me dis que par exemple, le problème, récemment on a été à l'université de Saint-Louis où l'on a suivi une communication
M. Boubacar Kama, qui a passé en revue un tout petit peu ces problématiques liées à la transmission des connaissances aux générations. Et le roman, les connaissances, rappelez-vous, il est parti du postulat de Ampateba, voilà, un vieillard qui meurt, une bibliothèque qui brûle. Et il a parlé de bibliophilie. Bibliophilie veut dire cet amour des livres qui contiennent des connaissances qui véhiculent. Mais malheureusement, l'acte de lecture est aujourd'hui l'acte le plus abandonné par cette génération. La lecture vous permet de connaître l'existence de l'autre, qui est ton semblable, mais aussi ton dissemblable. Aujourd'hui, les énormes problèmes de vivre ensemble auxquels nous sommes confrontés dans la contemporanéité sont causés par le fait de ce respect de l'autre. Et il n'y a pas meilleure chose qui forme un humain que la lecture et les voyages. Voilà. Mais quand même, aujourd'hui, on se rend compte que les gens sont cloisonnés et se croient le centre du monde et résument tout à leur petite personne et n'ont aucun respect pour. C'est ça qui fait que, par exemple, nos vies sont difficiles. Voilà, pas de respect du voisinage dans des villes comme Dakar où l'on a des maisons de 15 mètres sur 10, l'on se permet d'élever des bovins sans penser aux désagréments qu'on cause aux voisins. Je ne sais pas, amener des charrettes, faire des... je ne sais pas, cette ruralisation à tous azimuts de la ville, plus aussi des événements improvisés, des jours de travaux, voilà, aucun respect des normes, est dû à cette méconnaissance et ce respect de l'autre que seule la lecture, la connaissance et le voyage peuvent donner. Si malheureusement aujourd'hui, on voit des personnes qui ont 50 ans, qui ne sont jamais sorties de leur environnement où ils habitent et qui n'ont jamais lu un livre. Donc, pas pire aveugle que ce type de personnes. Vous l'avez dit, certains n'ont jamais sorti de leur confort, encore moins lit, ne serait-ce qu'un livre dans leur vie, ce qui nous permet de transiter vers les œuvres au programme qui sont en classe de terminale aujourd'hui. Quelles sont ces œuvres? Puis, toujours, c'est dans le cadre de l'évolution de l'étude de la littérature à travers les siècles. Nous avions dit que l'approche de la littérature dans le second cycle est une approche chronologique. Et cette littérature, nous l'avons dit, se fait par une entrée à travers les genres et les courants littéraires. Et cette littérature, à partir du second cycle, est divisée en deux. La littérature française et la littérature africaine d'expression française, de langue française. Et nous avons vu que quand il s'agit de la littérature africaine, le point d'ancrage et de départ, c'est le XVIe siècle, avec le courant de l'humanisme, qui a permis aux élèves de découvrir le genre poétique, voilà, le sonnet, Ronsard, Du Bellay, la Pléiade, etc. Le XVIIe est, en littérature française, le siècle de la tragédie et de la comédie, donc par excellence du théâtre. C'est le siècle des, par exemple, Corneille, Racine et autres Molière et Jean de La Fontaine. Ils vont évoluer pour venir vers le siècle des Lumières, avant de continuer en terminale avec le romantisme. Le romantisme duquel seront ici, par réaction, des courants comme le réalisme. C'est pourquoi il faudrait que nos chers collègues arrêtent de tronquer cette évolution, car les évolutions des courants sont sous-tendues par le principe de Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Je comprends mal un professeur qui aborde le Parnasse sans passer par le symbolisme ni le réel. Parce que c'est des conséquences. C'est le romantisme qui a, je vais utiliser même un terme humain, enfanté le réalisme. Et le réalisme va enfanter le naturalisme. Et le naturalisme va faire naître un courant poétique qui est le Parnasse, l'art pour l'art. Et l'art pour l'art va donner par réfraction le symbolisme. D'ailleurs, les Fleurs du Mal, qui sont par excellence le recueil, si je peux dire, le livre Bible de symbolisme, sont dédiés à Théophile Gautier. Baudelaire dit, à mon maître et à mes Gautier, je dédie ces fleurs maladives. Donc, il faudrait que les collègues vraiment respectent cette chronologie qui permet à l'élève de ne pas se perdre et de voir que, en fait, les courants littéraires, c'est parce que aussi, il y en a même qui ne font pas comprendre les élèves que c'est des contemporains, que c'est des amis entre eux. Ils ont vécu ensemble. Voilà, mais lors de la bataille de Hernani, Gautier était présent à côté de Hugo. Donc, c'est la même génération, c'est des amis, ils ont vécu ensemble. Mais c'est comme tu dis, par exemple, sur le plan politique, j'aime bien faire ces comparaisons avec nous. PDS,
Mais dans ce PDS de M. Abdoulaye Wade, Gauthier sera Idrissa Seck. Plutôt Gauthier, Idrissa Seck sera par exemple Flaubert qui va faire le réalisme. Tandis que par exemple Macky Sall sera Zola qui va faire le naturalisme. Ainsi de suite, et voilà, jusqu'aux symbolistes qui vont rompre les pendanciers et tout ça. C'est une évolution, c'est la même chose. Mais qui sortent dans le même lieu. C'est pourquoi d'ailleurs, quand vous parlez grosso modo des écrivains romantiques, vous pouvez mettre dedans tous ces gens-là. Vous pouvez mettre les réalistes et les naturalistes dans le romantisme. C'est des tendances à l'intérieur du romantisme. C'est des réactions. Si on peut faire une digression en parlant de l'étranger d'Albert Camus. Ce n'est pas une digression, c'est une continuation logique des courants d'après-guerre. Voilà, qui véhicule même cette idée d'absurde. Vous avez vu, par exemple, ce roman est né d'un désarroi. C'est-à-dire qu'au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, Camus semble dire à l'humanité, malgré toute cette évolution, nous sommes capables de nous tuer entre nous pendant 4 ans. Où se trouve notre humanité? Où se trouvent nos connaissances? Où se trouve tout cet héritage glané depuis l'humanisme jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que cette vie vaut la peine? Donc ce malaise issu de cette angoisse existentielle, je pense à Jean-Paul Sartre, qui est son ami, qui dit que ouais, l'idée de la divinité est exclue, que l'homme n'est que le produit de ses actes. Et ce qui est important, c'est l'existence, c'est-à-dire que depuis ma naissance jusqu'à mon décès, ce que je ferai entre moi, c'est ça qui compte. Et l'homme est entièrement libre de ses actes et de ses faits. Pour quelqu'un qui n'intègre pas la divinité, c'est une philosophie de démarche de responsabilité athée, mais quand même courageuse. Mais l'existentialisme, elle, verra que par rapport à ça, il y a un énorme malaise. Et de ce malaise, beaucoup d'essais ont suivi. C'est pourquoi il est bon de connaître un peu la bibliographie d'un auteur. L'étranger semble être un écho de ce qui s'est passé avec Sisyphe. Et donc, à travers la trajectoire de Meursault, l'on se rend compte d'une personne blasée qui semble dire que la vie ne vaut rien. Mais aussi, si la vie ne vaut rien, rien ne vaut la vie. Elle vaut la peine d'être vécue avec voilà, ses désarrois, ses déceptions, ses insuffisances et même son non-sens. Le non-sens de cette vie que certains Sénégalais ne semblent pas avoir compris quand on se permet dans un pays pauvre de garder pour soi seul des milliards et des milliards. Alors que, voilà, c'est absurde. De l'autre côté, voilà, nos routes ne sont pas bonnes, les gens se meurent dans les hôpitaux, au moins que rien se permette d'avoir des milliards. C'est un non-sens, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, à travers tout ce que vous venez de dire, l'élève, qu'est-ce qu'il doit retenir? Il doit retenir que l'école n'est pas justement un formatage, mais il est plutôt une piste. J'ai beaucoup aimé une communication d'un collègue qui disait que bravo aux élèves qui dépassent leurs professeurs. Voilà. Nous participons juste à le façonner, à le mettre sur la rampe pour qu'il, lui-même, qui est porteur de cette contemporanéité. Et c'est là où se trouve même tout le sens de cette conférence week-endale de M. Camara, qui a porté même sur cette problématique de la transmission. M. Camara a donné une image de couloir. Il a dit que dans la vie, aujourd'hui, on a l'impression que c'est une course de 100 mètres. Là où l'on disait que la théorie des convergences, il avait dit que Garabi Tchikaolani Lalente n'est plus de réalité. Aujourd'hui, ça ressemble à une course de 400 mètres. Chacun est dans son couloir. Chacun bouge et lui dira que ces connaissances qui passaient par les livres, qui passaient par les parents, qui passaient par les adultes, qui passaient par cette formation pratique ambiante, a disparu. Les badiens et les grands frères et les oncles des jeunes étant aujourd'hui WhatsApp, voilà, TikTok et autres. Voilà, alors que le livre demeure ce partenaire idéal pour véritablement découvrir le monde, comme aussi le voyage, comme aussi l'autre qui... Sans toi, le monde m'est cruel. Si tu es différent de moi, loin de me léser, tu m'enrichis. Aujourd'hui, il n'est pas rare de voir des jeunes qui ont fait la seconde, la première, la terminale et qui ne se connaissent même pas. Ce qui était inimaginable dans notre génération où, par exemple, tous ceux qui étaient dans la même classe étaient de facto des amis, des frères, des copains. Donc c'est un peu ça. Le téléphone renferme les gens et les mène dans une virtualité qui n'a rien à voir avec la réalité. D'accord. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait mettre sur place? Quel dispositif il faudrait mettre sur place afin d'amener les élèves à épouser encore une fois
Nous sommes restés sur notre faim. Nous sommes restés sur notre faim en suivant M. Kama dans sa communication de transmission aux jeunes générations. Aujourd'hui, les thématiques, parce que c'est ça aussi qu'on n'a pas compris. Il n'y a pas une thématique dont on parle aujourd'hui qui n'est pas dans les enseignements. Voilà. Il y a un aspect aussi qu'il a un peu dénoncé, peut-être qu'il y a un manque de niveau des transmetteurs, encore aussi blasé, un manque de passion dans ce que nous faisons, qui fait qu'on n'est pas capable de partager par passion ce feu qu'avaient nos anciens enseignants, capables de communiquer, de toucher l'autre, de lui faire plaisir à travers l'acquisition de connaissances. Aujourd'hui, c'est un tout petit peu ça le problème majeur. Les connaissances sont toujours là. Et on parlait un peu de l'éthique du travail, mettre en avant le travail, mais il est dans nos cours. En leur faisant étudier La Fontaine, le laboureur et ses enfants, quelle est la morale de cette histoire? Le travail est un trésor. Les contes philosophiques en seconde de Voltaire, dans par exemple Candide, il nous faut cultiver notre jardin, car le travail éloigne de nous 3 grands mots: l'ennui, le vice et le besoin. Si tu vas aussi au niveau des personnages, Maria Maba l'a dit superbement bien. Nous autres enseignants, comme les médecins, tenons des métiers à risque. L'enseignant travaille sur l'esprit, le médecin travaille sur le corps. Un mauvais dosage, tu es capable de tuer une personne. Le professeur, lui, comme l'enseignant, l'instituteur et autres, s'il ne fait pas attention à travers son comportement, il peut rendre l'apprentissage rébarbatif à un élève, alors que notre mission, comme le dit Maria Maba, consiste à planter partout le drapeau du savoir et de la connaissance avec une passion et un partage commun à nous tous. Vous aviez, au niveau de la banlieue, il y a de cela quelques années, vous avez déjà planté ce décor à travers les vendredis du livre, mais au final, vous avez, peut-être il y a eu des problèmes ou bien il y a eu une contrainte de temps, ce qui fait que peut-être ces genres de cadres ne sont plus accessibles parce que les jeunes veulent vous voir dans cet espace d'échange et que vous leur dites ce que vous avez. Je me rappelle du livre, du roman de Paulo Coelho, La Chimiste, que vous aviez présenté une fois au vendredi du livre. Oui. Et c'était captivant, des gens ont voulu lire ce roman, essayer de le découvrir. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les écoles, est-ce qu'il ne faudrait pas, encore une fois, essayer de renouer avec ces gens de cadres, inviter les jeunes à lire, faire des fiches de lecture pour que, en retour, vous allez les enrichir? Oui, on le souhaite. C'est ça qu'on fait. On cherche partout. On fait des ateliers d'écriture, des ateliers de lecture. Et c'est le moment même de remercier Assouben Tchoub avec son activité de lecture à haute voix qui initie les enfants à la lecture. Donc, tout le monde se bat par rapport à ça. Et donc, il est juste bon aussi que l'on aille dans les nouveaux médias, qui permettent aussi de rendre cette lecture. J'ai été très heureux de voir que, au-delà de l'adaptation pas théâtrale, mais cinématographique, par la troupe d'art et coach de ce livre, à travers le titre de Batakhal Bougoudoubi de Maria Maba, il y a une jeune réalisatrice de Guédiawaye qui a repris le roman en film, qui a été même primé au Burkina Faso. C'est l'occasion de lancer pour elle un appel aux autorités. Ce roman est là, il est dans le programme. Il faudrait que le ministre fasse tout pour que ce film soit disponible. Il est produit par une Sénégalaise. Pour qu'on le mette, pour que nos enfants aillent le voir, pour qu'on puisse rencontrer la réalisatrice, la féliciter. Et véritablement, je crois que j'ai des amis qui évoluent dans des séries de films et il m'arrive souvent de leur demander ça. Pourquoi vous n'adaptez pas en téléfilm les œuvres qui sont au programme de nos enfants? Voilà, j'ai parlé de Sous l'orage, j'ai parlé de Maïmouna, et c'est toujours bon de voir certains. J'ai beaucoup aimé de son temps ce qu'avait fait Fat Ghetto avec Djaynaba Sankona, mais Djaynaba est un écho de Maïmouna de Abdoulaye Sadji.
Voilà, c'est très beau de faire cette comparaison entre, voilà, même chose, voilà, de cette ruralité qui vient en ville, avec cette thématique de la ville comme étant un espace d'une dangerosité extrême où toutes les mœurs s'effritent, voilà. Maïmouna vient y tomber enceinte, Dieynaba vient y détruire, voilà, et c'est là aussi où le héros du film Le bracelet de bronze de Narcène vient mourir, voilà, c'était au bon vieux temps des films sénégalais. Il est bon que le Sénégal retrouve et ses films, son cinéma d'homme, et qu'il retrouve aussi sa production littéraire, et que aussi qu'on aille vers la découverte des romanciers contemporains. Je pense à Marem Ndir, je parlais de ces écrivains de la migritude, par exemple Fatou Diom, je pense à Felwine Sarr, je pense à par exemple Bougar, toute cette belle production, Ken Bougoul superbement bien, et ce serait bon aussi Maman Aminata Sow. Mais nous sommes toujours bloqués sur Mariama Ba, qui est d'une beauté extrême, mais il faut qu'on ait le courage d'aller au-delà d'une si longue lettre. Mariama Ba est juste sublime. On a une fois joué le film de Une si longue lettre. Je dis, c'est une adaptation par la troupe théâtrale de Daré Koch. Voilà. C'est un téléfilm. Et là, c'est l'occasion même de lever une équivoque. Les élèves, comme les Sénégalais, ont tendance à appeler théâtre tout ce qui est joué par des Sénégalais, alors que ce n'est pas du théâtre, c'est un film. Voilà, voilà. Le théâtre se passe sur scène, dans un lieu qui s'appelle lui-même théâtre, exemple Sorano, ou bien le Grand Théâtre. Et tout se passe sur scène. Il y a une sorte d'unité de lieu, unité d'action. Maintenant, ce qu'on fait avec des personnes qui bougent, qui vont à la plage, à la station d'essence, au restaurant, c'est le film. C'est un téléfilm, c'est un film. Voilà. Je me rappelle quand on était en classe de seconde, première, terminale, on organisait des exposés à travers les œuvres au programme. Oui. Chacun avait un chapitre sur lequel il allait se défendre. Est-ce qu'aujourd'hui, les élèves sont toujours dans ce caractère? Non, malheureusement, ce serait bon. Vous les voyez, ils vont... Et aussi, c'est l'occasion de dénoncer cette, je ne sais pas, cette incursion de chercheurs de bac dans les études. La finalité, je ne cesse de le dire à mes élèves, de l'éducation, ce n'est pas que l'obtention des diplômes. L'école participe à humaniser ceux qui y vont. Et ce n'est pas fortuit, même si le gouvernement a un plan qu'il appelle la nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation, la NITE. Je ne cesse de le répéter. Convoqué au tribunal, Kocc Barma a rétorqué, il n'a pas fait qu'il nit. Quelqu'un lui a dit, mais quand il disait ça, c'est pour n'a pas fait que du nité. Aujourd'hui, on est combien à porter une forme humaine sans être nité. Et l'école participe à ça. Et malheureusement, il y en a qui aujourd'hui formatent les élèves en mettant en avant l'obtention du diplôme. Ils ne mettent pas en avant cette joie de se découvrir à travers des personnages, de lire, de les dépasser, de faire une concomitance, de pouvoir lire. Des fois, il m'arrivait quand je fais un poème que je dis à mes élèves, le poète étant un ennemi, voilà, qui veut émouvoir en créant, si vraiment on termine ce texte et je n'entends aucun d'entre vous dire Neysan ou bien voilà, ça veut dire que la mission n'est pas bonne. Parce que, comme le disait Hugo, toi qui crois que je ne suis pas toi quand je parle de moi. Donc, c'est une fraternité fictive à travers ces trucs. Et ça participe. La finalité de l'école, ce n'est pas ça. Malheureusement, aujourd'hui, c'est ce que je disais et que je dénonçais la dernière fois, de voir des enseignants qui donnent ce qu'ils appellent des plans béton, des introductions passe-partout, et même, on a vu même des écoles spécialisées dans ça, avec des connexions plus ou moins louches pour l'obtention des diplômes. C'est une réalité et nous sommes même étonnés de voir toujours ces écoles sur pignon sur rue. Il faut que, je suis content de voir, et en ce moment où nous parlons, un communiqué du gouvernement qui est en train de former les présidents de jury pour le bac édition 2025. Et le porte-parole a dit que non seulement ils seront très intransigeants sur les téléphones, tous les parents d'élèves sont avertis. Tout élève qui entre dans une cour d'école avec un téléphone est suspendu du bac. Donc il faut que les gens soient responsables. Alors que ces enfants sont plus intelligents. Ça m'est arrivé tout à l'heure même avec mon téléphone qui avait fait des traits. Je le donne à mes élèves. Je dis, les gars,
y a un problème qui peut m'aider. Ça va, il le règle, il me le redonne. Je dis que ouais, là, c'est vous les professeurs. Quand ils s'intéressent à quelque chose, ils sont doués. Alors que je ne cesse de le dire à mes élèves, il n'y a pas de nullard, il n'y a pas de truc, il n'y a que juste, ils n'ont plus cette volonté, ce plaisir de découvrir les lettres, de découvrir la quête de la connaissance du savoir et autres, alors que ce pays leur appartient. Il faudrait qu'ils retrouvent ces valeurs, il faudrait qu'ils retrouvent ces valeurs, parce que la finalité de toute œuvre, mais c'est de véhiculer une leçon. Derrière chaque œuvre, il y a une métaphore d'un dessin qui est défini en vue de donner une leçon quelque part. La fonction didactique dont on parle. Et cette didactique nous permet de voir et de faire attention. Même le théâtre, que ce soit au niveau de la tragédie, c'est ça qu'on appelle la catharsis. De voir des rois, des princes, se retrouver dans des dilemmes extrêmement dangereux et même fatal du fait de leur passion fait que moi qui ne suis qu'un professeur pourra dire que attention, faudrait que je contrôle mes passions pour que ces choses-là ne m'arrivent pas. Voilà, donc, et même aussi la comédie a ses dessins. Cassiga de Riden de Morez. À travers le rire, il y a les leçons qui sont parties. Et comme disait bien une continuation de Rabelais, il est mieux de rire écrire que de larmes pleurer. La comédie écrit de rire, mais derrière le rire, il y a une vérité. Donc l'école n'a que cette vocation. Il faudrait qu'on retrouve cette vocation de la nité de l'école, qui ne peut pas se bloquer juste à l'obtention des diplômes. Obtenir un diplôme et être vraiment plus aveugle qu'un autre, l'école est claire. Et d'ailleurs, il y a un ami, par exemple, qui me dit que, par exemple, on est tombé sur un monsieur, on était très jeunes, on sortait fraîchement de l'université, qui nous demandait de nous aider. Si on lui donnait de l'argent, il pourrait nous aider à devenir plus riches en les multipliant. Moi, je suis parti. Et le commun m'a dit que, mais, je ne sais pas, il paraît qu'il l'a fait pour nous. Je lui ai dit, écoutez, comme on est où nous deux? Il m'a dit, ben, nous sommes à l'université. Je lui ai dit, quelle est la devise de notre école? Lux mea lex. La lumière est ma loi. Et dans ma conception de ma tête, voilà, moi personnellement, si je pouvais faire ce que ce monsieur prétend pouvoir faire, je ne le ferais pour personne. Je me cacherais dans ma chambre et j'en ferais beaucoup pour moi tout seul et j'achèterais tout ce que je voudrais. Donc, ça ne m'a pas impressionné. On ne peut pas être intellectuel et s'adonner à certaines pratiques. C'est l'école qui fait ça. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les intellectuels, ceux qui se disent intellectuels, qui se réclament intellectuels, n'envahissent plus les plateaux pour essayer de booster à nouveau? On n'en a pas besoin. La réflexion est bannie dans ce pays, entre guillemets. On a plus besoin, voilà, de fantasques, voilà, on les a chassés, ils se sont retranchés dans le truc. Avec cet affairisme, les valeurs telles que Pantagruel leur souhaitait, l'appel de Baudelaire demanda qu'on s'enivre de connaissances, de trucs, ne marche plus face à la toute-puissance de l'argent. Voilà. C'est ce que Mariam a dénoncé. Et aujourd'hui, ben, je ne sais pas, et l'argent, et vous êtes capable, vous serez plus écouté qu'un professeur d'université. Ils s'en plaignent, mais ils ne croient pas, parce qu'on a laissé le matériel devenir une valeur. Et quiconque s'oppose à ça est même marginalisé, voire traité de fou. Et ce n'est pas que ça dans la vie. Vous avez parlé de l'argent, aujourd'hui on monétise le savoir, ce qui est dangereux. Absolument. Absolument. Mais c'est à nouveau ce que c'est à nouveau. Voilà. Avec voilà, ces personnes avec aucune conscience capable. Tantôt, j'avais une amie qui est professeure et on discutait, qui me disait que, écoutez, tu sais que je me classais, j'avais de bons rangs et on m'avait octroyé une bourse que je recevais chaque fois. Mais malheureusement, cette bourse était détournée par le chef d'établissement. Il a fallu que sa maman voie des gens pour dire que mais vous n'encouragez pas ma fille alors qu'elle est brave. Les gars qui disent mais non, on lui a donné une bourse. On a remonté alors que l'argent était détourné par le chef de qui a continué à lui payer et sa famille a dit et on l'a sommé à rembourser. Vous voyez ce manque de conscience. Donc l'affairisme est partout, partout. Avec des fonctionnaires qui se retrouvent chefs d'établissement, qui trouvent une école qui est un véritable joyau, mais qui croient que leur accession à la tête de cet établissement est juste une manière de faire leur magouille, de détruire l'école, de faire des choses qu'on n'y comprend rien. Des écoles qui sont de vrais bijoux,
héritées par certains, sont aujourd'hui en désaffection. Voilà, c'est dommage. Et je voudrais que ce serait bien que l'État soit très sévère sur ce domaine, que quiconque vraiment, c'est courageux d'ailleurs, respect au ministre de l'Éducation nationale, qui se bat aujourd'hui pour extirper l'affairisme dans l'éducation. Voilà, il a parlé des inscriptions où il insiste carrément que les APE n'ont pas le droit de réclamer de l'argent à aucun parent d'élève. Il serait bon aussi de réfléchir sur la problématique des cours de renforcement et des fascicules qu'on nous impose. Voilà. Moi, j'ai vu un professeur qui vend des fascicules de français à ma fille. Ça n'a pas de sens. J'ai dit à ma fille, je peux vous acheter tous les fascicules, sauf en français. Il dit, mais pas, il promet de nous faire sortir si on n'achète pas. Tu lui diras que c'est moi ton père. Elle était là à me regarder, genre, pas, c'est quoi ça? Et elle est partie, je lui dirai, je ne sais pas qui est ton prof, mais dis-lui ça. Et il est parti lui dire que moi j'ai insisté, mon père refuse. Il dit qui est ton père? Elle dit qu'il m'a dit de vous dire que c'est Sakura Diagne. Et ce collègue lui a offert 2 fascicules. Elle est revenue à la maison pour me dire, mais quand papa, amène-le été ici. J'ai dit, tu fiches pas de. C'est pas que parce que tu portes le nom de ma mère que tu vas me fatiguer. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, on a vu récemment le ministre de l'enseignement secondaire, voilà, avec ces 2000 enseignants qui ont été recrutés. Et ça a soulevé beaucoup d'ateliers, entre autres. Aujourd'hui, toujours dans le cadre de renforcer, encore une fois, de mettre l'éducation sous attention. Là, vous me faites penser au rapport du PASEC de 2019 qui m'a valu une convocation. Donc, oui, le rapport disait que la culture générale des professeurs et leur nullité sont à revoir. Il faudrait qu'on les encadre pour les trucs. Et moi, j'avais répondu sur ma page Facebook que ce rapport n'engage que ce qu'ils ont écrit et que véritablement c'est une insulte aux enseignants. Et j'avais dit que si par exemple notre corps a ce problème-là, c'est parce que nous souffrons nous aussi des quotas qu'on a mis parmi nous. Mais par contre, véritablement, les collègues qui sont là, qui en ont fait un métier, qui sont passés par une formation rigoureuse pour venir le faire, se battent chaque jour, comme le dit Maria Maba, pour planter le drapeau du savoir dans les ténèbres. Il est dommage qu'ils se retrouvent avec des affairistes. Et donc, j'avais dénoncé cela pour dire que ces collègues qui sont dedans soulignent et voilà, alertent sur l'obsolescence des programmes. Hier, on a discuté sur ce thème avec un collègue qui me dit que, je crois qu'il est professeur de PC, qui me dit que dans son corpus, il y a un contenu qui ne sort jamais au bac, mais qui est maintenu dans le programme. Je dis, mais attendez, c'est quoi cette chronophagie, cette perte de temps? Bon, peut-être que aussi, on n'a pas réfléchi sur le fait que peut-être que c'est quelque chose qui apporte autre chose. C'est sa spécialité, je ne connais pas grand-chose. Mais il dit qu'a priori, cet enseignement-là n'est plus à l'ordre du jour. Il est même dépassé. C'est ça qu'il m'a dit, de par les préoccupations scientifiques contemporaines. Donc ça aussi, M. Nying, on doit y veiller. Il faudrait que les connaissances soient pratiques, actualisées et répondues. Je le disais dans un texte où je disais que véritablement, il y a certains aspects du programme qui ne sont que du remplissage et de la chronophagie pour nos enfants. Et je disais que véritablement, il nous faudrait un programme souple qui permettrait à nos enfants de lier le bois au bois, comme le disait chez Amadou Kane, et de nous faire de l'énergie solaire. On en a plein dans la vie. Donc, il faudrait qu'on ait des études pratiques qui participent à la dignité, mais aussi qui participent à des réponses respect à cette jeune fille que j'ai vue sur le profil de Muntaga Amadou Sarr, qui dit que voilà, elle a été décorée par une prouesse scientifique, voilà, et qui dit que sa problématique et son vœu, c'est de répondre aux problématiques énergétiques de l'Afrique en général et du Sénégal en particulier. Donc c'est véritablement cet enjeu, cette passion qu'il faut encourager, mettre en avant ces modèles comme cette jeune fille dont je parle, de cette dame, et véritablement savoir que nos enfants sont d'une intelligence extraordinaire. Il faut qu'on les encadre et qu'on les sublime pour qu'ils aillent de l'avance et qu'ils nous fassent plaisir. Aujourd'hui, avec la vitesse que tourne le monde, est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que c'est le moment de revoir le quantum horaire, les matières et tout ce qui est véhiculé? Je l'ai dit, quand je parle de chronophagie, ça veut dire perte de temps.
il y a des choses véritablement, comme tantôt l'anecdote de mon collègue de PC, qui sont omniprésentes aussi dans tous les cours. Il y a des choses qu'on devrait voir. Et surtout, par exemple, voilà, c'est vrai que nous appartenons à un ensemble qui est le monde et que, comme nous l'avons dit, que notre démarche en tant que pays contemporain, c'est l'enracinement, ouverture. Aucun pays ne peut se fermer en autarcie sur lui-même et que les autres sont nécessaires. Mais cette théorie-là, les Sénégalais la connaissent. C'est ce que Senghor avait appelé le forum du donner et du recevoir. Mais aujourd'hui, malheureusement, ce forum semble être déséquilibré quand on voit la fausseté dans laquelle l'âme africaine baigne. Voilà, avec nos filles qui mettent des perruques, qui mettent même, tout est faux, des fausses fesses, des fausses hanches, ben, c'est ridicule quoi. Des peaux, voilà quoi. Donc, il est très bon qu'on ait cet ancrage-là et cette fierté telle qu'incarnée par de grandes dames, comme par exemple Ken Bougoul, comme Maman Aminata Sow Fall, dont par exemple la problématique de l'émancipation et l'ouverture de la femme africaine, comme Mariama Ba, est prise en charge, mais dans la perspective de la femme africaine, sénégalaise. C'est ça qui est bon. Donc pour que cela avance, il faut qu'on commence à mettre ces œuvres dans les programmes didactiques, mais aussi dans les forums, afin que souvent on organise des séminaires par-ci, par-ça, des renforcements de capacitation des personnes, mais il faudrait d'abord les conscientiser, leur faire savoir qui ils sont. Oui. On parle de souveraineté. Oui. On est dans une période avec le nouveau régime qui parle de la souveraineté. Ouais. Donc pour cela, il faudrait d'abord aller se ressourcer d'abord. Se ressourcer avant de s'ouvrir. On ne peut pas s'ouvrir sans pour autant ne pas savoir qui on est. Oui, le mot souverain même dans sa sémantique signifie tête, voilà, liberté. Or cette liberté, si elle ne se fonde pas sur une force mentale, psychologique, historique, ancrée, ben elle devient juste bavardage. Un concept vide. Comme on aime les politiciens, c'est ce qu'on appelle un slogan. Voilà, un mot que certains prononcent, slogan. On ne dit pas slogan, on dit slogan. Il y a beaucoup de choses à corriger, dans le système éducatif. J'ai entendu dire que le ministre est en train d'y travailler. Nous le souhaitons en tout cas bon vent. J'espère que peut-être dans les années à venir, on aura un système vraiment, un bon système capable de produire d'excellents élèves. Parce que vraiment, le Sénégal a été un pays rayonnant dans le monde et on est en train de perdre ce prestige. Oui, surtout, mais cette chronophagie qui fait que, regardez nos élèves qui font terminale. On a l'impression, j'en ai vu hier, qui semblent avoir le même âge que moi. Nos enfants durent trop sur les tables bas. Il est bon de réfléchir sur véritablement la durée du jardin ou bien de l'école primaire que nous prenons en charge jusqu'à la terminale. Voir quelles années on peut retrancher, revoir certains aspects, aller vers l'essentiel. Et surtout aussi, écouter les spécialistes. Les spécialistes, ce sont tous ces braves professeurs qui ont donné au Sénégal ces lettres de noblesse, qui sont dans les classes, qui comprennent des enjeux, qui comprennent des trucs. Il n'y a pas que cela. Ce n'est pas une affaire de bureau ni de chef qui s'enferme dans son truc, qui écrit. On a vu récemment, par exemple, la programmation des compositions par le ministère qui n'a pas pris en charge le pèlerinage de Popenguine, encore moins voilà, les fêtes. L'on se demande où se trouve l'équipe, où est le DMCG. Donc un travail, il est fait d'équipe. Personne n'est indispensable et ne peut développer ce pays sans l'apport des autres. Et unis, avait dit Hugo, les hommes sont forts. Il faut qu'on discute, qu'on s'enrichisse les uns et les autres. L'ère du héros, génissaire, solitaire qui ouvre la voie est démodée. Il n'est plus à l'ordre du jour. Peut-être c'est dans ce sens que le président a initié ce dialogue national afin de peut-être d'arrondir les angles, essayer de C'est eux dans eux. Moi, je ne suis pas politique. Il y a un dialogue national, il me semble. Bien sûr. C'est prévu, je pense. Ce mot-là commence à nous le pomper, quoi. Un dialogue. Voilà. Étymologiquement, je préfère ce dialogue mystique qui a existé dans un célèbre poème entre un je et un tu, un père et sa fille, et l'autre étant absente, mais présent dans son cœur. Je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, je ne puis demeurer loin de Victor Hugo et sa fille. Voilà. Mais dialogue politique, juste énième rencontre. Il y aura aussi toutes les autres forces vives de la nation. Hein. J'ai fait partie des blasés qui n'attendent pas grand-chose des hommes politiques sénégalais.
Peut-être la société Mais civile. quand même, tout mon soutien aux nouvelles autorités. Si je peux être utile dans ce que je fais, je me bats pour qu'on arrive à ce succès. Mais bon, je ne suis pas béat, mais j'accompagne. Voilà. Professeur, on est passé du roman à l'actualité, ce qui nous a permis de dérouler même des faits qui peuvent être assujettis au roman. Oui. Voilà, parce que quand on a beaucoup parlé de beaucoup de choses, on a parlé de l'évolution, on a parlé du système éducatif qui aujourd'hui peine à rester debout, entre autres. Votre mot de la fin? Ben, je ne suis pas un roman contemporain qui semble reprendre tout ce que nous avons dit. Il s'agit du roman Le Dernier des Arts. Ça retrace tout ce que nous venons de dire. Très actuel. Et selon l'auteur de ce livre, Le Dernier des Arts semble être la poésie politique. Il faudrait que ce soit une thérapeutique qui trouve réellement des problèmes auxquels les citoyens sont confrontés. Et que l'on réussisse pour savoir que si tout le monde n'est pas formé et dépasse les clivages inutiles, diviseurs, on n'ira nulle part. Et que nul n'a cette science infuse pour le faire lui-même. Donc il faudra tout le temps élargir et aller de l'avant dans ce dernier des arts. Voilà, merci professeur de nous avoir gratifié un moment vraiment riche en savoir, un moment d'excellence où on se nourrit de vos mots, où on essaie d'avoir de la connaissance et tout. Donc c'est un plaisir de vous avoir reçu encore une fois dans ce plateau de CRC TV dans le cadre de l'émission complément de cours. Ce complément de cours vraiment vous remercie et vous dit à la prochaine fois. Aussi, nous remercions aux internautes, tous ceux qui nous ont suivis à travers l'équipe digitale qui est derrière. Nous les saluons, nous leur transmettons nos remerciements et tout. Donc, professeur, disons mardi prochain dans un autre cours avec un autre thème, entre autres. Merci. Le dernier cours, vous parlez du roman, et le roman qui leur ferme leur année scolaire et qui est au programme des classes de terminale, donc une année sommative qui se termine par un diplôme, le bac, c'est Soleil des indépendances. Et ce Soleil des indépendances, c'est ce que nous vivons. Le mot soleil dans ce roman étant au pluriel, donc signifie ère, période. Cette période des indépendances qui n'a amené que des enchantements et des illusions. Il est temps que les femmes que nous sommes dépassent uniquement les cartes d'identité nationale et les cartes du parti pour aller vers autre chose. Merci. Merci. Qu'est-ce que vous parlez comme autre chose? Le bien-être des Sénégalais. Voilà. Un pays beau, sécurisé, où les gens s'aiment, s'adorent, sont tous frères, et voilà, où il y a la sécurité, le bonheur et tout. Merci. Merci. Amis internautes, nous vous donnons rendez-vous dans un autre cadre. Demain, nous vous attendons avec le professeur de philosophie Maxime Kava dans le cadre d'une nouvelle émission, dans le cadre d'un nouveau cours. C'est pour le cours de demain, on va traiter le genre de nature et culture, entre autres.